Club Média 7, bonsoir. La révision de la Constitution reste et demeure le sujet le plus marquant de l'actualité béninoise. Ceci surtout avec la sortie médiatique du président de la République, Patrice Talon. Nous allons évoquer donc cette question à peu près 40-45 minutes durant avec Basile Thibozo, directeur de publication du quotidien Le Challenge qui a à peu près 14 ans, bien sûr. Oui, bien sûr, bonsoir. Voilà. Bonsoir. Et puis vous êtes également le patron du CNPA. C'est quoi le CNPA? C'est le Conseil national du patronat de la presse l'audiovisuel. Voilà. C'est la fêtière des étangs des patrons de presse. Merci. Voilà, merci. Juste en face de vous, Olivier Alotiemé. Olivier qui est rédacteur en chef de l'événement précis. Olivier, bonsoir. Bonsoir Mesme et bonsoir à tout le monde. Voilà, nous allons entrer donc dans le vif de cette émission avec la revue de presse signée Ricardo Pécon. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Entre commentaires, analyses, points de vue, explications et prises de position, la presse nationale fait écho d'une semaine meublée essentiellement de nouveaux développements dans le dossier de la révision de la Constitution. Ce projet si cher au président Patrice Talon entre dans sa phase active. Promesse faite au cours de la campagne électorale, le numéro 1 béninois a mis sur pied dans cette optique une commission. Essentielle mission de la commission Djogbenou, proposer au chef de l'État un test intégrant de nouvelles réformes politiques et institutionnelles, chose qui a d'ailleurs été faite avant adoption du projet en Conseil des ministres par le gouvernement. En début de semaine, Fraternité annonçait déjà que le débat sur la révision de la Constitution avance et avance à grands pas. Le journal de Ménotin est revenu sur le débat télévisé entre le directeur de la communication gouvernementale, Wilfried Léandre Oumbedi, et le professeur Dandy Yamou et Serge Prince-Agbodian. Sur la question, mon confrère estime que le débat est ouvert et c'est de la confrontation des idées que le Bénin passera ce virage délicat de la modification de sa loi fondamentale. Il faut donc faire place au débat, propose le Progrès. S'il est vrai que selon le potentiel, le projet est pertinent et ne souffre d'aucune incongruité, il est tout aussi important de faire constater, comme le fait ici notre voix, qu'il y a des désaccords. Le journal révèle que Joël Aïvor a de ce fait désavoué Talon et Djogbenou. Le rapporteur de la commission Djogbenou, invité sur une radio de la place, déclarait que le Parlement seul ne peut pas réviser la Constitution, mais que le référendum est la seule issue. Seul le Parlement pourra donc fixer le peuple. Mais avant que les élus du peuple ne se soient retrouvés en session, c'est le président de la République lui-même qui a pris le devant des opérations. À travers un message télévisé, Patrice Talon s'est adressé au peuple béninois. D'une voix grave et avec un visage serein, raconte Fraternité, le chef de l'État a apporté des clarifications sur le projet, nous apprend le journal du service public. Que ce soit l'actualité, le progrès, le grand jury, la priorité ou encore le potentiel, tous se réjouissent du discours du président Patrice Talon. Et pendant ce temps, c'est le confrère de la matinée qui, après un décryptage du message du chef de l'État, affirme que Patrice Talon s'est exprimé sans pour autant convaincre. Les non-dits du message présidentiel sont d'ailleurs détaillés dans les colonnes de l'événement précis. Une chose reste évidente, c'est que le président de la République a mis les députés devant leurs responsabilités. Et dans les dernières secondes de ce tour de l'actualité à présent, l'autre quotidien nous apprend que le gouvernement présente ses excuses aux victimes du déguerpissement des espaces publics. Dans un message signé du ministre du Cadre de Vie, le gouvernement s'est engagé à réparer les dommages causés sur les fosses et puisards. Une chose reste évidente, c'est que le patron du département du littoral dans cette opération de libération des espaces publics reste, selon Fraternité, ferme et efficace. C'est bien la marque Toboula. Et c'est sur cette analyse du journal de Ménotin que nous mettons un terme à cette revue de presse. Merci de l'attention et à bientôt. Merci à vous, Ricardo Pécon. Basile Thibozo, le chef de l'État a effectué une sortie médiatique le jeudi 23 mars dernier, à propos de la révision de la Constitution. Comment expliquer une telle sortie? Merci beaucoup, encore une fois. Je dis bonsoir aux téléspectateurs. Non, je pense quand même que c'est une sortie de précision et de clarification par rapport à la cascade de déclarations, de réactions qu'on a observées depuis là. Et depuis lors. Je pense que l'État a fait cette sortie-là pour apaiser un peu l'opinion, pour clarifier un peu le sens de la révision qu'il veut, le projet qu'il a envoyé.
et pour véritablement, disons, paramétrer un peu la vision par rapport à sa candidature et à ses élections. Parce que j'ai remarqué notamment qu'il a dit que lui, il était parti en campagne avec cette thématique-là, à savoir réviser la Constitution. Et qu'en parler maintenant, selon lui, c'est respecter le peuple. Donc je crois que c'est une sortie de précision, de clarification par rapport au dossier, par rapport au projet. Croyez-vous qu'il ait atteint son but? Ah, moi je ne saurais le dire, mais moi je pense quand même que c'est véritablement une démarche tout à fait normale. Parce que vous savez, c'est un peu la voix des voix. Quand il y a beaucoup de voix dissonantes, discordantes, il faut qu'une certaine voix supérieure vienne calmer les choses. Moi je pense que c'est une sortie qui est stratégique, mais qui est venue préciser et calmer un peu tout ce qu'on observe un peu dans le pays en termes de bruit, de cafouillage et de cafouillis. Voilà, merci. Olivier Alotiamin, croyez-vous que les craintes des anti-révisionnistes aient été dissipées avec cette sortie du chef de l'État? La sortie du chef de l'État, c'était seulement 10 minutes. En 10 minutes, est-ce qu'on peut calmer les ardeurs de ceux qui avaient déjà décidé de certaines choses? Par exemple, l'INAMAB Il y a eu quand même de la clarification. Oui, c'était nécessaire qu'il fasse cette clarification pour montrer l'esprit dans lequel le projet a été envoyé à l'Assemblée nationale pour situer les uns et les autres. Bien sûr, durant son discours, on aurait pu s'attendre à ce qu'il dise quelque chose à propos des mouvements qui s'observent à gauche et à droite. Il n'en a rien dit. Je crois que il est resté dans une tenue générale digne que tout le monde peut reconnaître. C'est la suite qui pourrait nous permettre de situer l'efficacité de ce discours ou pas. Mais pour le moment, quelques jours seulement après, on ne peut pas dire si ça a calmé les ardeurs. Encore que demain, lundi, l'UNAMAB prévoit des grèves et voilà. Voilà, Basile Tchobojo, c'était une intervention d'à peu près 10 minutes. Qu'en avez-vous tiré de façon substantielle? Oui, c'est comme je l'ai dit. Je crois que ça vous calmer les ardeurs et préciser de façon verticale un peu. Il a évoqué plusieurs axes justement au cours de son intervention. Oui, moi j'ai retenu ça par exemple qu'il a dit que c'est une sorte de confiance que le peuple lui a faite en les lisant et que, réviser la Constitution n'est que dans la juste il a dit des que choses. le projet de révision est perfectible. Absolument. Je crois qu'il a aussi dit ça. Il a aussi dit que c'est perfectible. Ça veut dire que ce n'est pas parfait. Ça veut dire que que c'est pas un test figé. Oui, il a aussi souligné. Je me souviens qu'il a dit que tous les débats qui se font participent de la vitalité de notre démocratie. Je crois quand même que c'est reconnaître un peu l'ensemble de toutes les observations qui se font par rapport au projet et de chercher à évoluer au-delà de ça. Oui, projet perfectible, il a dit, même s'il n'a pas mis l'accent suffisamment là-dessus, il l'a dit. Cela sous-tend l'idée que le projet devrait être touché, retouché, vulgarisé pour en tirer ce qu'il y a de meilleur pour nous, pour tout le monde. Donc le fait de l'avoir dit est déjà important. Voilà. À lire le projet en son état actuel, quelles sont les modifications qui saisissent votre attention? Non, moi je crois que de façon globale, ça participe de la modernisation de notre État, du changement d'un certain nombre d'articles au niveau de la Constitution. Il y a plusieurs modifications au niveau de la Cour constitutionnelle, au niveau de l'ARA, au niveau des institutions de la République. Absolument. Oui. Moi, ce que je retiens particulièrement, c'est ce qui nous relève de nous en tant que journalistes, en tant que des médias. Allez-y. Moi, je prends par exemple la HAC, où désormais la HAC passe de 9 à 5, et que les 3 au niveau de la professionnelle sont maintenus, et que le président est manuel des 3. Mais ce que nous, on observe, ça c'est la position, c'est ce qui est observé. Mais je dois rappeler que lors de la commission de Bueno, les premiers des médias ont émis quelques observations. La première, c'est que désormais, il faut que le président émane des professionnels des médias. Le 2, c'est qu'il faut qu'il y ait une sorte de renouvellement, que le mandat soit renouvelable une seule fois. Je crois qu'on a observé ces 2-là au niveau du projet. Mais ce qui fait le coup à le hic, c'est qu'on n'a pas eu les 7 membres, les 9 membres. C'est-à-dire que le gouvernement a préféré dire qu'il faut 1 au niveau du gouvernement, 1 au niveau de l'Assemblée et que les professionnels gardent les 3. C'est déjà une avancée.
C'est déjà bon qu'on n'ait pas touché le nombre des professionnels, qu'on ait touché seulement Il y les a politiques. beaucoup de chances que les professionnels des médias soient Bien sûr, mais ce qu'on doit souhaiter, c'est président que... de cette institution. Je suis d'accord, mais l'observation que nous faisons au niveau de la profession, c'est qu'il faut que les 9 soient maintenus et que 7 reviennent pour ceux des médias, qu'on spécifie de façon notoire, de façon claire, dans un article ou dans un alinéa, que le professionnel doit émaner des représentants des médias. C'est ça le lobby que nous comptons faire d'ici là, au niveau des députés, pour pouvoir essayer de faire entendre notre voix. Voilà, merci. Olivier Latevin. Oui, il y a déjà donc la HAC oui. Qui a été reformatée compte tenu des dérapages que nous avons tous notés. Mais il y a la disparition du CES. Justement, Oui. Comment expliquer cette disparition? Bon, fondamentalement, je crois que ça correspond aux vœux de beaucoup de Béninois Qui n'en voient pas l'importance? Qui n'en voient pas réellement l'importance. Parce qu'on ne peut pas me dire quelle est la réalisation tangible du CES aujourd'hui. Même si on devrait le maintenir, il faut lui donner des prérogatives concrètes, exécutives, n'est-ce pas? Que le CES, par exemple, puisse servir pour les lois à caractère social et économique, par exemple. Que le CES abrite, par exemple, le Conseil supérieur des rois du Bénin, par exemple, n'est-ce pas? Donc, moi, jusqu'ici, le CES n'a rien fait, pratiquement, que d'émettre des avis consultatifs, avis que, bien entendu, les présidents d'institutions rangent gentiment sous la table. En dehors de ça, il y a la constitutionnalisation de nos chefferies traditionnelles. Je crois que c'est déjà important, mais je n'ai pas senti réellement quelle est la place qu'on leur accorde. On a dit l'État reconnaît simplement les chefferies traditionnelles. Maintenant, il s'agira pour les lois de la République de clarifier un peu quel sera le contenu de cela. Mais fondamentalement, chez moi, je suis encore sur ma faim, puisque je souhaitais réellement que cette constitution, enfin ce projet, dise clairement si les ministres, les députés sont jugeables, comme nous tous. Mais ici, justement, on a mis des balises qui empêchent qu'ils soient jugés comme le commandant des meurtres. Justement, au niveau des institutions, il y a beaucoup de modifications. La Haute Cour de justice devient désormais une institution ad hoc. Au niveau de la Cour constitutionnelle, on passe désormais à 9 membres, dont 3 désignés entre le chef de l'État et l'Assemblée nationale. 2 désignés par des magistrats, 2 désignés par des avocats et 2 désignés par des professeurs d'université. Au niveau il y a de la Cour suprême. Le président n'est plus désigné par le chef de l'État. Il est désigné par ses pairs, magistrats. Et en même temps, le président va siéger désormais au niveau, donc, il va siéger en tant que président du Conseil supérieur de la magistrature. Voilà. Avec un représentant. Voilà. Alors, est-ce que ces modifications sont en phase avec février 1990 ? Moi, je pense que oui. Parce que moi, je pense que la vie est évolutive et il faut évoluer avec la vie, il faut évoluer avec le temps. Nous sommes en 2017, 27 ans après, la Constitution ne peut pas rester figée et immuable. Je voudrais juste rebondir par rapport à la Haute Cour de justice. Nous avons eu cette structure-là qui, au départ, avait suscité beaucoup d'admiration, beaucoup d'espoir. Mais au finish, on a remarqué que c'est un flop. Parce que tous ceux qui ont été envoyés là n'ont jamais été jugés, parce que le mode de saisine est un mode totalement bancal, qui ne permet pas, a priori, de pouvoir mettre en examen les gens. Mais pour étayer cela, je prends 2 exemples. Le premier exemple, c'est par rapport à l'affaire des services. Vous vous souvenez très bien que dans cette affaire-là, des ministres de la République ont été envoyés devant la Haute Cour de justice. Mais ces ministres-là circulent librement aujourd'hui parce que la Haute Cour n'a pas pu déclencher la procédure pour les mettre en examen. Mais les autres, qui ne sont pas couverts par, qui n'ont pas cette particularité d'être ministre-là, ils sont en prison. Deuxième exemple, c'est l'ambassade des États-Unis. Le domaine qui a été vendu entre-temps. Un ministre était en fonction, a été indexé. Mais je me souviens très bien que le comptable de l'ambassade est en prison jusqu'à aujourd'hui, alors que le ministre, lui, il n'est pas été inquiété. Pourquoi? Parce que, justement, cette cour ne peut pas véritablement déclencher la procédure
pour le mettre en examen, pour l'inquiéter. Donc en cela, je crois qu'il faut changer ça, il faut moderniser. Et parler d'une structure ad hoc, je crois que c'est une bonne chose. Quitte à voir un peu la faisabilité pour que très rapidement ceux qui nous dirigent eh bien, répondent de leurs actes. Voilà. Alors, plusieurs... Par rapport à la haute cour, bon, elle ne disparaît pas. Moi, j'avais vraiment souhaité que ce soit une juridiction qui se débarrasse de sa carapace politique. Et je crois que là, nous avons des magistrats qui vont former cette haute cour et de surcroît, ce sera une juridiction ad hoc. On peut dire tout ce qu'on veut autour du caractère ad hoc. Mais ce qui est important, c'est que désormais, le président de la République, les ministres, les députés pourront être jugés, bien qu'on dise quelque part qu'on ne peut pas les mettre en garde à vue. Bon, on peut en discuter, parce qu'un ministre en fonction, est-ce que... on a vu ça quand même sous Yayi, à Hanzo, le ministre Hanzo qui a été mis en garde à vue pendant quelques temps, quelques heures, eh bien... Moi, Sossou Mouto également. Bon, cette fois-ci, on dit non, on ne peut pas le mettre en garde à vue. Mais une fois qu'il est mis en examen, le test le précise, il est obligé de démissionner. Je parle bien sûr du ministre, même le président de la République, lorsqu'il est prononcé sa mise en accusation, il est obligé de démissionner, de laisser sa place au président de la Cour constitutionnelle. Donc ça, je crois que c'est des avancées. On peut toujours dire, bon, qui nomme les membres de cette Cour-là, on peut toujours gloser autour de la politisation ou non. Ce qui est clair, c'est que cette fois-ci, les députés pourront être jugés, même si par ailleurs on n'aura plus le droit comme avant de les mettre en garde à vue, mais la garde à vue n'exclut pas que la procédure puisse évoluer. Alors, plusieurs points donc, de la Constitution du 11 décembre 1990 sont modifiés. Donc, certains parlent d'une modification de masse. Est-ce suffisant pour dire que la Constitution se trouve réécrite? Moi, je ne pense pas. Moi, je ne pense pas parce que c'est des affirmations plus ou moins tendancieuses. Parce que moi, je crois quand même que la Cour constitutionnelle a déjà sorti des arrêts en ce sens-là. Ça dit que la forme républicaine de la nation ne peut pas être touchée. Le drapeau ne peut pas être touché, la morale ne peut pas être touchée, l'hymne national ne peut pas être touché, et la laïcité de l'État ne peut pas être touchée. Dès lors que ces fondamentaux sont maintenus, je ne pense pas qu'on puisse parler d'une nouvelle république. On doit parler de modification, d'amendement, mais à l'heure république, moi je ne pense pas. Par contre, on peut s'étonner par exemple par rapport au mandat unique. Je ne sais pas si on peut y en arriver, parce que le mandat unique a déjà été fait l'objet d'une décision de la Cour qui a été claire pour dire que le mandat, au niveau du truc là, on ne touche pas au mandat. Alors toucher au mandat ici, le mandat est touché. On dit qu'il faut aller maintenant à 6 ans. Est-ce qu'en l'état, ça peut passer à l'Assemblée nationale? C'est là où moi je pense que le débat aujourd'hui revient à l'Assemblée nationale. Ça revient aux députés. Ça échappe à tout le monde. Ça échappe aussi bien aux constitutionnalistes, aux magistrats, aux syndicats, à tout le monde. Ce qu'on nous devons faire, c'est de faire des lobbies pour aller rencontrer les députés, pour imposer notre point de vue. Deuxième chose, il faut que les députés aillent négocier, aillent au niveau du terrain, au niveau de la circonscription, pour expliquer au peuple quel est le contenu de ce dossier-là. Moi, je pense quand même que c'est le débat qu'on doit faire, c'est la démarche aujourd'hui, plutôt que tout ce que nous observons là. Moi, je pense. Parce que si nous n'avons pas la priorité de l'amendement, il ne faut pas perdre son temps à faire du tapage et oublier l'essentiel. Parce que moi, c'est ce que je sens. Si moi j'ai des appréhensions par rapport au projet, par rapport à ma catégorie, par rapport à ma situation, par rapport à ma profession, je rentre rapidement en négociation, faire le lobbying pour que ça passe au niveau de ceux qui désormais ont la possibilité de faire des amendements. C'est les députés. Voilà. Oui. Moi, je crois que les articles 154 et 155 de notre Constitution actuelle... On parlera plus tard de la procédure. Bien sûr. Ne parlent simplement de la révision, mais ne précise pas à quel niveau il y a une nouvelle république. Oh, mais c'est lorsque le préambule est touché qu'on parle de nouvelle république. Or, la Constitution ne le dit pas.
La Constitution ne le dit pas. Dans toute... C'est une connaissance universelle. Ben non, le dernier projet que le président Boni Yayi avait soumis avait touché au préambule et pourtant disait que ce n'était pas une nouvelle république. Vous voyez, on ne parle d'une façon universelle, on ne parle d'une nouvelle république que lorsqu'il y a une nouvelle constituante, une assemblée constituante qui est mise en place et siège en tant que telle, en tant qu'assemblée constituante. Et cette assemblée constituante n'intervient généralement qu'après des crises majeures, une guerre, par exemple, ou bien une révolution, etc. Nous avons connu tout ça. Donc, pour cette fois-ci, il n'y a pas eu d'assemblée constituante. Les commissions Djogbenou, Yonofun et consorts ne sont pas des assemblées constituantes. Parce que l'assemblée constituante est mise en place par les grandes composantes de la population. Ce n'est pas un chef d'État qui décide de qui va rentrer ou qui ne va pas rentrer. C'est les grandes composantes qui en décident. Donc, là-dessus, je crois que c'est des débats qui n'ont pas lieu d'être. En 90, la constituante de 90, c'était le Haut Conseil de la République, et ça, c'était la conférence nationale qui en avait décidé. Donc, cette fois-ci, on ne peut pas nous sortir comme ça que c'est une nouvelle république. Voilà. Moi, je pense qu'il n'est pas juste bon de continuer par intoxiquer un peu le peuple. Moi, je pense. Quand on est intellectuel, nous sommes des journalistes et puis nous sommes des faiseurs d'opinion plus ou moins. Et nous sommes les acteurs de notre temps. Depuis 90 jusqu'à aujourd'hui, nous avons observé notre pays. Nous avons observé les acteurs. Nous avons trouvé des gens qui ont participé à des commissions. La commission Aranzo Glele, la commission Yonofun et la dernière commission Djogbenou. Mais il n'a jamais été question de changer une république. Et ceux-là savent plus que quiconque, plus que nous tous d'ailleurs, puisque c'est ce qu'ils ont appris, qu'on ne peut changer une république que lorsqu'on va à une assemblée constituante comme la conférence nationale de 90, qui était la résultante d'une crise majeure dans le pays, où pendant 17 ans de dictature, eh bien, le pays était mis sous coupe réglée. Et il fallait maintenant changer de république. Et ça, c'est la donne, ça. Alors, certaines centrales syndicales, au nombre de 6, estiment que l'exécutif, les relations entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire sont déséquilibrées, et même plus déséquilibrées dans la constitution actuelle, à l'étude, que celle de 90. Ceci pose un problème. Quelle est la place de l'exécutif dans... Moi, je respecte un peu le point de vue. Dans la constitution. Ce que je dis, chacun doit jouer son rôle et respecter dans ses limites, dans ses couloirs. Aujourd'hui, il appartient à ces centrales syndicales-là, selon ce que moi je pense, d'aller au niveau de l'Assemblée nationale, porter la réplique. Il faut un mémorandum, des doléances par rapport à ce niveau-là, pour dire que nous ne sommes pas d'accord par rapport à tel point. Je crois que c'est le plus important. Le plus important, ce n'est pas aujourd'hui au niveau des tapages. Ça ne marchera pas. Je crois qu'on perd son temps à faire du tapage alors qu'il faut aller de façon verticale dans la vérité des faits. Donc, les centrales syndicales ont raison de réagir, mais ils ont la raison majeure, c'est d'aller au niveau de l'Assemblée porter un peu leur doléance. C'est ce que moi je pense. Voulez-vous dire un mot là-dessus? Le déséquilibre des pouvoirs. Moi, je ne voudrais pas que... Vous avez parlé des centrales. Je ne voudrais pas que les centrales syndicales se mettent à la place des députés. Parce que ce sujet-là concerne les parlementaires. Puisqu'on dit que le président de la République a désormais le droit de ratifier les conventions ou bien les accords de prêt, etc., sans s'en référer à l'Assemblée nationale. Il a 90 jours pour le faire après coup. Bon, d'accord, mais ça concerne qui? Ça concerne l'Assemblée nationale. Pourquoi veut-on prendre ce qui concerne l'Assemblée, pourquoi veut-on prendre ça sur soi alors qu'on est centrale syndicale? Parlez plutôt des problèmes des travailleurs, par exemple. Moi, je crois que chacun doit rester dans son couloir. Si on veut être honnête, si on veut réellement défendre les causes pour lesquelles on s'est constitué en tant que centrale, il faut voir les choses qui sont dans son couloir. Je crois que si l'UNAMA, par exemple, me parlait de l'affaiblissement du pouvoir judiciaire, elle est dans son droit. Mais qu'on me dise qu'on est en train de défendre l'Assemblée nationale, mais vous n'êtes pas député. Voilà.
Donc le rééquilibrage des pouvoirs, notamment entre l'exécutif et le législatif, il appartiendra aux parlementaires de le faire. Au nombre des anti-révisionnistes, il y a quand même des hommes de droit. J'ai nommé Michel Adjaka, président de l'Union nationale des magistrats du Bénin. Michel Adjaka qui se permet de dire que la voie parlementaire est l'exception pour des amendements à la Constitution béninoise. Que vous inspire ces propos? Non, je crois quand même que ça c'est une affirmation assez grave. Parce que la Cour constitutionnelle a été claire. La révision de la Constitution passe par deux voies, une voie référendaire et une voie parlementaire. Et la voie référendaire même passe par le Parlement. C'est lorsqu'on est les trois quarts des représentants de l'Assemblée nationale, qu'il faut aller au référendum. C'est-à-dire moins de 67 députés. Mais quand on va à 4/5e, c'est plus de 65 députés, la révision, le projet peut être révisé à l'Assemblée nationale. Ça, c'est la disposition de la Constitution, nommément écrite et certifiée, disons même sanctifiée. Alors, on ne peut pas... Le professeur Aïvo a tenu des propos similaires. Qu'est-ce que vous pouvez dire? On ne peut pas... On tombe des nues lorsqu'on entend des hommes de droit dire des choses comme ça, que le référendum est une exception. Jamais. Le référendum n'est pas une exception. Le référendum, c'est une démarche normale qu'on doit utiliser si éventuellement on veut réviser. Mais c'est seulement si l'Assemblée nationale en donne le droit. Aujourd'hui, tout est à l'Assemblée nationale. Je crois que M. Aïvo disait plutôt que le référendum est obligatoire. Oui, que non, ce n'est pas une option, que c'est la seule voie. Ce qui ne devrait pas être le cas. Oui, il a dit ça. C'est l'Assemblée qui gère le tout. Ça fait dresser les cheveux sur la tête. Oui, tout à fait. Parce que nous connaissons le professeur Aïvo, intellectuel bonté, de haut rang, un sachant avec grand S. Mais quand on attend ça de la voix de ces personnes-là, eh bien, nous, les néophytes, mais on s'en désole un peu. Parce que le professeur Aïvo a été le rapporteur de la commission de Benoît. Le professeur Aïvo a siégé dans la commission Yonofon. Dans la commission de l'autre, les deux commissions installées par le chef d'État et Diagono, plus la commission Aranzo. Oui. Alors, c'est un constitutionnalité qu'on connaît, même au-delà de nos frontières. Je ne veux pas savoir qu'on puisse, disons, venir escathédrer, affirmer un truc comme ça. Parce que nous savons tous lire la Constitution, on a été un peu à l'école, mais nous voyons un peu les choses. Mais ce qui est grave, c'est un peu désolant que nous en arrivons à ces extrêmes-là. Parce que moi, je pense quand même que nous... Ce qui est désolant, c'est que certains de leurs étudiants comprennent, en fait, je ne vais pas dire comprennent, mais lisent mieux les textes qu'eux-mêmes. Finalement, c'est comme si, les étudiants comprennent mieux que les enseignants. Vous voyez, c'est quand même des juristes de haut rang, des références en la matière, en matière de droit. Donc, quand ces positions sont exprimées, moi, ça me met mal à l'aise. Je n'arrive pas à comprendre. Moi, personnellement, je n'arrive pas à comprendre. Il y a certains qui disent que oui, que c'est normal, etc. Lisez la Constitution. Article 4, article 154, article 155. Oui. Tous ces articles disent d'abord que c'est aux représentants du peuple. D'abord, l'article 4, article 154, article 155. On parle d'abord même des représentants du peuple avant de parler du référendum. Et donc, on dit tout ça là pour dire que l'Assemblée nationale n'est pas crédible, que les parlementaires ne peuvent pas représenter tout un peuple. Mais dites donc, ceux qui parlent, ils parlent au nom de qui? Qui les a élus? Qui a élu Adjaka? Ils sont combien à l'avoir élu? C'est nous qui avons nous-mêmes élu les députés. Et qu'ils soient pouilleux aujourd'hui ou pas, c'est nous qui les avons élus pour parler en notre nom. Et la Constitution dit qu'ils ont le droit de se prononcer par rapport à ce projet, que vous le voyez ou non. Avant, on avait dit que le projet ne devrait pas aller devant les députés, etc. Mais finalement, on a fini par reconnaître que, au moins pour le premier vote, ça doit passer par les députés. Donc, moi, je ne comprends pas ce point de vue. Et j'ai même peur. Quand des magistrats, c'est-à-dire des gens qui doivent prononcer notre détention, n'est-ce pas, sur des bases claires, des bases légales, se lèvent pour avoir des positions comme ça. Moi, je me demande, le jour où je serai devant eux, qu'est-ce qu'ils vont dire? Hein? Est-ce qu'ils vont me juger juste à travers une quinte de tout ou bien à travers la légalité? On a plutôt l'impression que c'est la lecture qui est biaisée. Totalement biaisée.
Et je suis vraiment désolé, hein, j'ai plein d'amis parmi eux et on rigole bien, mais franchement, sur la procédure-là, ils sont vraiment passés à côté. Moi, je pense que le corps des magistrats, c'est un corps de haut niveau, c'est un corps crédible, c'est un corps sacré. Et il faudrait que les magistrats puissent se réunir pour arrêter un peu les dérives qu'on observe au niveau de certains de leurs membres. Ça ne crédibilise pas du tout le corps des magistrats. Moi, quand j'étais enfant, et quand on dit magistrat, pour moi, c'est un demi-dieu, carrément. Aujourd'hui, on sent une sorte de banalisation de cette profession et ça gêne. Ça gêne, d'autant plus que on a l'impression, on a tendance à prendre un peu les gens comme des idiots, comme des gens qui ne réfléchissent pas. Je crois que ça ne peut pas marcher dans une république. Pourquoi? Parce que lorsque les politiques échouent et que tout le monde échoue, c'est les journalistes qui prennent la relève. Et nous sommes là pour dire non à ça, pour dire la vérité au peuple, pour dire ce qui relève d'intoxication et de la biaise n'est pas normal. C'est pourquoi nous, on estime qu'il revient maintenant aux journalistes de prendre le devant et de dire certaines choses. Parce que si les sachants échouent, si les sachants bloquent, si les sachants démontrent leur incapacité, eh bien il faut que le peuple se relève à travers la presse. Moi, c'est ce que je pense. Et nous, au nom de la presse, nous disons que la vérité, c'est qu'il faut que les gens aillent lire par eux-mêmes et fassent leur propre religion. Et non se laisser intoxiquer par de ces acrobaties-là bizarres qui nous, parfois Alors, ce que nous disons est dramatique en fait. En réalité, c'est dramatique. Vous savez, actuellement, là, à l'heure où je vous parle, là, j'ai un ami qui est en prison. J'ai un ami en prison actuellement. Et qui, le mardi prochain, doit aller en audience. Or, sur la base d'une lecture totalement imaginaire, on a prévu une grève pour mardi. Vous voyez? Donc, il va encore croupir en prison. On sait comment ça se passe. Bon, vous voyez. Pendant 6 mois, certaines personnes ne sont pas et sur la base de la même lecture erronée, on a prévu une grève générale pour le 3 avril. Oui. Vous voyez, on prévoit une grève sur une intention. Le gouvernement a l'intention à proposer quelque chose qui doit être examiné. Ça n'a même pas encore été examiné, ça n'a même pas encore fait l'objet d'un vote et déjà on dit grève. Alors, et pendant ce temps, certains députés oublient qu'ils ont été désignés quand même par des populations et comptent aller rencontrer leur base avant de se prononcer sur la révision. Je crois que c'est la démarche normale. C'est la démarche normale d'un élu du peuple. Et c'est là il faut se concentrer un peu les raisonnements. Le député est déjà élu. Oui, il est élu. Mais c'est aussi bon d'aller... Faut-il aller à la base à chaque fois qu'il y a une question importante? Oui, je crois que c'est bon. C'est pas mauvais en soi. C'est pas mauvais en soi parce que ça permet, disons, de faire le débat général. Ça permet de faire comprendre que ceux qui parlent de référendum sont dans une sorte d'erreur. Parce qu'en vérité, le référendum ne fait pas le débat. Le homme se dit oui ou non, est-ce que tu es d'accord? Quand il dit oui ou non, quel débat tu fais? Il faut aller au fond, complètement, de façon verticale, aller au fond et fouiller un peu le projet et sortir les éléments qui ne vont pas, les éléments qu'on peut approuver, qu'on ne peut pas approuver, etc., etc. Non, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose que les députés repartent à leur base pour expliquer cela. Ça ne prendra pas du temps. On passe d'une procédure d'urgence à une procédure normale, à une session ordinaire. Et c'est ça qui est la démarche normale. Moi, je pense que les députés doivent aller parler un peu. Je vais rebondir sur la grève des magistrats qui est projetée. Je crois que c'est une désolation. Une désolation, et comme il a dit, c'est dramatique. C'est même pathétique. Parce que ce n'est qu'une intention. Une intention qui n'a pas encore fait l'objet d'une plainte revendicative de l'UNAMAB. Et pour lequel on veut déclencher une grève d'avertissement de 72 heures. C'est un abus. Et j'abonde toujours dans le même sens qu'Olivier pour dire qu'au tribunal de Porto-Novo, à la chambre des successions, l'audience du mercredi dernier, vous n'avez pas idée, il y a près de 150 dossiers qui concernent les successions dans notre pays. Et ce n'est que Porto-Novo. Dans tout le domaine de la juridiction, il y a ça. Ça veut dire qu'il y a du boulot au niveau de truc. Et il faut cesser de faire des grèves sur des intentions et d'aller vraiment s'occuper de la population et des misères que nous avons. Je crois, je respecte beaucoup le NAMAB, les magistrats, mais je persiste aussi
que les magistrats ne méritent pas ça. Moi, je pense. Ben voilà, je crois que les magistrats ne méritent pas ça, mais en même temps, il faut reconnaître qu'il y a dans le fond, ils ont raison. C'est-à-dire, ce qu'ils défendent, c'est-à-dire le raffermissement du pouvoir judiciaire, c'est normal. Hein? Je crois que c'est normal. Et en même temps, toutes les autres revendications autour, c'est normal. Mais la procédure utilisée, franchement, si chaque fois qu'un corps est touché comme ça, par un projet de loi, si le corps doit aller en grève, que deviendrons-nous? Révision de la Constitution, revenons-y. Le sort de cette révision dépend-il des députés? Oui. En quoi? Oui, 3 fois oui. Parce que c'est eux qui décident s'il faut aller au référendum ou pas. C'est eux qui décident s'il faut voter par les cas 5e ou pas. C'est eux qui décident de faire des amendements ou pas. Et il appartient à tous les corps de métier, à chaque pan de notre pays, de préparer leur plateforme revendicative par rapport à ça. Revendicative, c'est trop fort, pour aller faire le lobby nécessaire lors des débats au niveau des débats généraux qui vont avoir lieu. Moi, je pense que... Les députés ont-ils besoin de formation particulière pour faire face à cette épreuve? Non, moi, je ne pense pas. Je ne pense pas. Il faut faire confiance à la commission des lois, qui doit introduire les tests qui seront approuvés par la plénière. Je crois que c'est ça. Je crois qu'il est bon et juste que nous fassions un effort de concentrer nos énergies sur ce qui fait marcher, qui fait bondir notre pays, plutôt que des susceptibilités, des éléments glissants, des micmacs qui ne tiennent pas debout. Je vais abonder dans le temps des magistrats. Les magistrats ont soulevé l'inamovibilité des juges du siège qui est touché. Ce n'est pas acceptable. On ne peut pas toucher à ça. Mais pour autant, il faut le mettre dans une démarche de lobby au niveau de l'Assemblée nationale. Et donc on fait une grève. Oui, c'est ça. En fait, la question que vous avez posée renvoie à... Je la reformule de cette façon. Est-ce que c'est la rue qui va décider du sort du projet ou bien c'est l'Assemblée nationale? Non, moi, je crois... Le peuple. Est-ce le peuple qui va en décider? Le peuple, là, c'est où? Ah, c'est pas la rue. Le peuple, est-ce que c'est la rue? Est-ce que c'est le peuple des réseaux sociaux? Ça fait penser aux manifs. C'est ça. Le peuple est où? Le peuple, c'est ceux qui ont été élus. Le peuple, ce n'est pas l'UNAMAM. Je suis désolé. L'UNAMAM n'a pas été élu par quelqu'un. Hein? Le peuple, ce n'est pas les syndicats. Le peuple, c'est les députés. Pour le moment, c'est eux. Et qu'on le veuille ou non, nous les avons élus. Et c'est à eux de dire si d'abord le projet est accepté, les 3 quarts, n'est-ce pas? Et ensuite, si ils l'adoptent. Et déjà, les députés ont commencé. J'ai vu Adam Bagoudou à Tchaourou, j'ai vu Jean-Eudes Okouné à Dassa et Dakwe Sossou à Lokossa, qui, durant ce week-end, ont fait beaucoup de sensibilisation et ont recueilli. Parfois, on a dit non à Tchaourou. Ailleurs, ça a été accepté. Bon, donc, c'est une démarche. Ils sont élus pour ça. Si les populations se reconnaissent à travers ces députés, bon, je ne vois pas pourquoi quelques groupes vont dire non, on ne les reconnaît pas. Donc, tout à fait, le sort du projet est entre les mains des députés et comme ils l'ont prouvé vendredi dernier, ils vont prendre leurs responsabilités. Moi, je crois que ce projet engage tout le monde. Oui, voilà. Juste un dernier mot sur ce qu'on peut espérer à propos de ce projet. Non, je crois qu'avant ça, je voudrais te dire que les députés, d'accord, mais c'est aussi les maires, c'est aussi les chefs d'arrondissement. C'est tous les élus. Donc, c'est tous les élus. Le peuple, au niveau du quartier, c'est le chef quartier. Au niveau de l'arrondissement, c'est le chef d'arrondissement. Au niveau de la commune, c'est le maire. C'est ça le peuple. Hein. Et tout le monde est d'accord sur ça. Et c'est exprimé de façon forte au niveau de la Constitution. Les représentants du peuple, c'est les mandats du peuple. Et au niveau de députés, ce sont les députés. Et au niveau de l'État, c'est le chef de l'État qui a toute sa souveraineté à base du peuple. Donc, nous sommes dans une régime démocratique totalement affirmée. Et que par rapport à ça, le peuple, ce n'est pas le bas peuple, ce n'est pas les corporations, ce n'est pas la presse, ce n'est pas les magistrats, ce n'est pas les ingénieurs, ce n'est pas les constitutionnalistes, non. Le peuple, c'est les mandants, c'est les élus. Voilà, donc moi, ce qu'on peut encore en espérer. Ce qu'on peut espérer, c'est que les députés fassent le vote des 3 quarts, mais le problème, c'est qu'au plan politique, le chef de l'État a beaucoup
deux problèmes. Parce que si jamais ça va au référendum, ses adversaires l'attendent là-bas de pied ferme, surtout que actuellement la crise faisant, la crise socio-économique faisant, et il aura beaucoup de mal à se faire entendre. Parce que c'est surtout sur ça que ses adversaires l'attendent. Si les députés ne votent pas les 4/5e, eh bien on sera obligé d'aller au référendum. Mais le chef de l'État, bon, stratégiquement n'est pas tenu de le faire tout de suite. Il peut prendre son temps, Absolument. colmater les brèches, hein, faire tout ce qui... Et puis, concrètement, quand le projet est rejeté, qu'est-ce que le chef de l'État propose au référendum? C'est son projet, ce qu'il a proposé là. C'est ça qu'il propose. Il soumet ça à la Cour constitutionnelle selon la loi portant sur le référendum. Il propose, et la Cour ne regarde que les 4 critères qui ont été cités, mais le contenu va directement au peuple. Et ne me dites pas s'il prend son temps, si peut-être dans un an, si c'est peut-être dans un an que le projet passe, il va avoir du temps pour se préparer. Voilà, et nous aurons ce projet que nous décrions aujourd'hui là, dans son état actuel, c'est ça que le peuple va voter. Et ça, c'est un point extrêmement cardinal sur lequel il faut revenir. Voilà, autre sujet, donc le gouvernement présente des excuses aux personnes. C'est notre chance absolue, de tout faire pour que le projet qui est là soit discuté à l'Assemblée nationale pour que ça passe. Parce que ça ne passe pas, ça va revenir, comme l'a dit Olivier, et ça revient dans un contexte électoral. Et nous savons ce que c'est que l'électeur au Bénin. Et n'oubliez pas qu'il y a quelqu'un qui est au pouvoir. N'oubliez pas un peu son passé. Et n'oubliez pas sa capacité de stratégie, etc. Vous pensez véritablement que si la machine est mise en branle pour aller convaincre la population, pour un référendum pour le oui de la Constitution ne passera pas? C'est une erreur. Parce que ceux qui parlent, qui s'agitent, etc., qui attendent un peu le gouvernement au niveau du référendum, ils se trompent. Moi, je pense, ils se trompent. Parce qu'ils sont une infime minorité. Il y a des activistes de Facebook, etc., de WhatsApp, on connaît. Combien sommes-nous? Combien de sommes nous? On est 20%. Dans les 20%, combien ont accès aux réseaux sociaux pour comprendre ce qu'on dit? C'est pourquoi il faut faire attention. Il faut tout faire pour capitaliser le projet qui est là et en tirer toutes les modifications pour moderniser notre pays. Sinon, ça va passer comme ça. Ça va s'imposer à la HAC, ça va s'imposer aux magistrats, ça va s'imposer aux ingénieurs, à tous les corps de métier. Et ça passera. Et comme l'a dit l'autre, c'est qu'il prend son temps. Il peut le faire à la veille de son départ. Personne ne peut lui en vouloir. Autre sujet donc, libération des espaces publics. Le gouvernement a récemment présenté ses excuses à certaines personnes lésées dans cette opération donc, de libération des espaces. Certaines personnes lésées parce que ces personnes ont des biens qui ont été détruits. Vous avez suivi, le gouvernement compte les accompagne dans la réparation de ces biens. Tout à fait. Qu'est-ce que cela vous explique? J'ai appris qu'il y a des faux sceptiques qui ont été détruits par Tobola. Tout à fait. Je crois quand même qu'il y a le zèle et l'excès de zèle. Je crois qu'il faut arrêter ça. Le gouvernement lui-même a arrêté un peu le zèle. Et c'est une bonne chose. Planter des excuses aux populations, c'est aussi une démarche d'élégance et de transcendance. Moi, j'approuve ça. Et je demande que, dans l'exécution des tâches, que le préfet Tobola puisse faire un peu plus attention par rapport, bien sûr, à ces casses. Moi, je trouve que ce n'est pas suffisant. Hein? Oui, parce qu'il y a eu de véritables des cas d'excès, d'abus graves. On ne parle pas encore totalement de Cotonou. Hein. Sortez de Cotonou. Prenez le cas de Djougou, par exemple. Le roi de Djougou, sa résidence privée a été saccagée. On a cassé le mur et le mur est tombé sur sa voiture, sa propre voiture, le roi. Oui, c'est pas la résidence, c'est le mur. Oui, c'est le mur. C'est pas le mur. Le mur est tombé sur la voiture. C'est des abus. Celui qui était chargé de mener l'opération a fait une erreur d'appréciation. Et les erreurs se sont retrouvées. Moi, j'ai quelqu'un qui a fait des jours au CNHU ici, une vieille de 70 ans, qui était chez elle à Boumé, et elle voit les grues là venir casser son mur, une maison qu'elle a construite depuis plus de 20 ans. Et donc, il y a eu des abus. Il faut que la voix de l'autorité sorte et dise fermement que c'est des abus qui doivent être corrigés. Voilà. Donc, ces abus-là ont dénaturé totalement l'opération qui a été au début menée dans Cotonou et Porto-Novo, et tout le monde on se disait bon, on va au moins corriger ce qui devrait l'être, mais aujourd'hui
on a eu vraiment des cas d'abus. Bon, souvent c'est involontaire, mais il fallait prévoir ça. Il fallait prévoir que les débordements là finissent par rendre le chef de l'État totalement impopulaire, et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Merci. Club Média, c'est aussi les informations véhiculées sur la toile, c'est aussi l'actualité internationale. Suivons donc ce que nous livre Marie-Louise Perrin. Chers amis de Club Mediaset, bonjour et merci de rester connectés à la revue du web. Encore un acte de terrorisme. Le mercredi dernier, un homme a foncé sur la foule en plein cœur de Londres. Au volant de sa voiture, il a fauché de nombreux piétons sur le pont de Westminster, tuant 2 personnes et en blessant une quarantaine d'autres, dont 3 lycéens français. Selon RFI Les Voix du Monde, l'assaillant a été abattu par la police après avoir poignardé mortellement un policier non loin de l'entrée du Parlement britannique où se trouvaient les députés et la première ministre Theresa May. Pour nos confrères, la police aurait arrêté 8 personnes en lien avec l'attaque qui a été revendiquée ce jeudi 23 mars par le groupe État islamique. Le site de Huffington Post, un journal britannique en association avec le groupe Le Monde, lui dénombre 3 morts et 30 blessés. Parlons élections à présent. Jeune Afrique met en titre présidentielle française, le baromètre africain des candidats à l'Élysée. On y évoque la surprenante visite de Marine Le Pen au Tchad ou encore la sortie controversée d'Emmanuel Macron en Algérie. Le journal précise finalement qu'on a un peu parlé de l'Afrique dans cette campagne présidentielle française, davantage marquée par les affaires que par les débats de fond. Enfin, François Fillon, qui a l'expérience des affaires, prévoit d'axer sa politique africaine sur le soutien des entreprises françaises. Concernant le même sujet, France 24, dans sa publication du 23 mars, nous renseigne sur la déclaration de patrimoine des 11 candidats à l'élection présidentielle. Pour la première fois dans l'histoire de ce scrutin, leur patrimoine, appartements, comptes en banque, dettes et autres ont été mis en ligne ce mercredi 22 mars sur le site de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Avant de refermer cette rubrique, nous allons au pays de l'oncle Sam où Donald Trump a essuyé un échec dans son engagement d'abroger et remplacer sans délai l'Obamacare. Au regard du quotidien Le Figaro, Donald Trump bluffe et perd sur l'Obamacare parce qu'il aurait retiré sa réforme juste avant le vote à la Chambre des représentants. Mesme Adisso, l'équipe de la revue du web, se déconnecte et laisse le reste à l'appréciation de vos invités. À dimanche prochain. Merci à vous, Marie-Louise Perrin. Basile Tuozo, vous avez suivi la revue du web. Nous sommes en pleine campagne pour la présidentielle en France. Avez-vous une idée du portrait africain de chaque candidat? En fait, il y en a 5 qui sont favoris. Oui, bien sûr, je crois quand même que deux sont venus en Afrique, je crois 3. Il y a Hamon, il y a Fillon, non, pas Fillon, Hamon, et Le Pen, et puis le troisième, Macron. Qui est en Algérie. Oui, je crois quand même que c'est une campagne extraordinaire. Vous savez, vous avez vu un peu la mise en examen de Fillon, qui l'a fait complètement chuter au niveau, plus ou moins chuter au niveau des sondages. Il était extrêmement parti, il était complètement parti pour être président de la République. Malheureusement, il a chuté. Vous avez vu Marine Le Pen avec les affaires au niveau de la Commission européenne avec les emplois fictifs. Je crois que dans tout le lot, je crois que Macron est en train d'avoir un peu plus de chance. Je crois que ce qui est important, c'est quelle est sa politique africaine. C'est sûr, c'est le plus important. On n'a pas encore fait tellement. Ils ont effectué des visites en Afrique. Ça ne suffit pas. Encore faut-il concrétiser les propos tenus. Oui, absolument. Macron a le vent en poupe. La semaine écoulée, il a été rejoint par Jean-Yves Le Drian, qui a quand même, qui est resté dans le gouvernement Hollande comme étant une tête de proue. Hein. Et actuellement, il a la faveur des sondages. Fillon est en chute libre, mais malgré tout, je crois que la campagne en France tourne surtout autour des affaires.
On ne touche pas aux propositions concrètes des uns et des autres. Oui, on a publié un peu leur patrimoine, leur bien, et puis je m'aperçois que Fillon a contracté des dettes auprès de sa fille Marie pour payer ses impôts. En fait, est-ce qu'on peut y croire? Est-ce qu'on peut y croire? Il faut voir même son château, l'évaluation de son château. Bon, ça laisse à désirer. Il semble qu'ils ont minimisé les choses pour montrer bonne figure. Voilà. Oui, ça c'est le patron de Le Pen. De Le Pen. Je crois qu'il y a aussi Adi là. Non, moi je pense quand même que, vous savez, quand on observe ça, on se rend compte que, eh bien, en France par exemple, les gars, ils voudraient vraiment que ceux qui les dirigent soient des gens vraiment parfaits. C'est ce que moi j'observe. Et puis aux États-Unis, à propos d'Obamacare, Trump a déposé les armes. Oui, ça va de soi, parce que après tout, je crois que le président Trump doit savoir quand même qu'il doit composer avec les deux chambres, la Chambre des représentants et le Congrès. C'est important. Et s'il oublie, je crois qu'il va avoir des revers. Je crois que c'est le problème. Bon, la loi n'a pas pu passer, Obamacare reste, tout simplement parce que ce que Trump proposait était largement en dessous des espérances, c'est tout. 24 millions de personnes seront laissées sur le carreau, donc bon, c'est clair qu'il a échoué pour une deuxième fois. Merci à vous, chers invités. Merci. C'était donc Basile Kibozo, directeur de publication du quotidien Le Challenge et patron du CNPA, le Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel. En face de lui, donc, Olivier Lotimer, rédacteur en chef de l'événement précis. Merci d'être venu sur ce plateau. Rendez-vous donc la semaine prochaine avec d'autres individus. Portez-vous bien. Bye bye.